Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on s'aimait, je reçois Do, une collègue tatoueuse devenue une amie au fil de l'eau et des expériences de vie. Do, c'est une artiste polymorphe qui casse les codes et dont le parcours est aussi dense qu'atypique. Bienvenue Do, et pour commencer j'aimerais savoir à combien tu t'aimes aujourd'hui de 0 à 10? Merci pour l'invitation. Écoute, je dirais un petit 9. J'ai bien bossé pour arriver à 9. Ah Ouais. yes, qu'est-ce que tu as fait en particulier pour arriver à 9, tu dirais? Eh bien, je dirais de l'aide extérieure pour pouvoir avoir des clés par rapport à tout ce qu'on a à l'intérieur. Je dirais que voilà, dans le sens où je pense que en y réfléchissant, on se met beaucoup de barrières, mais qui sont dues à des expériences mauvaises pour le coup, puisque les barrières elles vont venir essayer de nous protéger. Et du coup, l'idée c'était vraiment de voir plusieurs personnes, consulter plusieurs personnes, en me disant voilà, c'est un peu comme un médecin, on a un rhume. Du coup, si on a un rhume, on va voir le médecin. Et en l'occurrence, là, si on a quelque chose qui nous tord quelque part, on essaie de savoir où. Ostéo, homéopathe, psy. Voilà, je fais pas l'apologie des psys, mais si c'est nécessaire, voilà, ça peut être une bonne chose. Voilà. Trop bien. Et depuis combien d'années ou depuis combien de temps en tout cas tu es dans ce chemin-là d'aller mieux, de t'aimer? Je dirais que ça fait bien... en vrai, c'est assez récent. C'est assez récent, ça date de... ça doit faire... Ouais, 3 ans peut-être, 4. Ok. En fait, ça a été progressif, c'est-à-dire qu'il y a cet écho où on sent que il faut faire quelque chose, et puis ensuite, plus le temps est avancé, et plus je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui m'arrivaient en pleine figure, et je me dis bon là, il faut vraiment que je fasse quelque chose en fait. C'est voilà, ça a été des rappels à l'ordre à plusieurs reprises. Et tu me disais du coup qu'il y avait des choses qui te sont arrivées dans la figure et qui t'ont fait réaliser ça, mais c'est quoi ces espèces de petits paliers shift qui t'ont fait prendre conscience que tu avais besoin de travailler sur toi pour aller mieux et t'aimer plus? Et disons que quand je me rendais compte que j'avais des réactions, des choses qui étaient vraiment profondes. Sur le coup, on se dit que ça vient de l'autre, mais à un moment donné, à force de répétition, c'est pas possible en fait que plusieurs personnes se donnent le change pour venir pointer du doigt ou titiller des points, qu'il n'y a pas de réunion particulière qui se fait là-dessus. Donc en fait, c'est que ça vient de soi en fait. C'est voilà, clairement le message est hyper clair. C'est vrai que de se dire oui, pourquoi je tombe toujours dans cette situation, pourquoi il m'arrive toujours ceci ou cela, pourquoi. En fait, le pourquoi c'est nous, hein. C'est le dénominateur commun de tout ça. Ouais, c'est clair, c'est précieux et je pense que c'est un message qui est des fois difficile à entendre, tu vois. Genre typiquement, moi j'ai des clientes qui viennent pour du couple, du rationnel, qui sont genre ouais, je tombe toujours sur des enculés ou je tombe toujours sur des personnes pas cool, machin. Et tu sais, moi dans ma tête je me dis ok. Ouais. Enfin, tu vois, au fond je me dis ok, quel est le dénominateur commun de tous ces enculés? Bon, voilà. C'est ça. Ouais. Et c'est quoi l'expérience la plus difficile que t'aies vécue, soit dernièrement, soit dans ta vie, et quelles leçons t'en retires du coup? En vrai, c'est compliqué parce que je trouve, hein, puisque c'est mon expérience, que j'ai vécu beaucoup d'expériences difficiles, beaucoup trop. Et mais encore une fois, je pense qu'elles sont vraiment liées les unes aux autres. Franchement, c'est compliqué à dire parce que c'est un peu comme si plusieurs expériences, que la nouvelle expérience difficile était plus difficile que la précédente sur un point et que c'était graduel. Genre un peu comme si à un moment donné on disait ok, tu n'as pas compris ça, genre ok, on va monter de niveau au fur et à mesure. Tu n'as toujours pas compris, ok, on va aller encore plus haut et encore plus haut et encore plus haut. Donc allez, je dirais que l'expérience la plus difficile c'est ouais, je pense que la première chose, je pense que c'est quand même ça a été un facteur de tremplin, une séparation.
une séparation Ok. qui a eu et qui m'a vraiment fait me poser la question, mais pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Parce qu'en fait, comme beaucoup de choses dans des relations, il y a une intersectionnalité. Dans le sens où il y a vraiment ce truc qui vient toucher plusieurs choses. C'est pas qu'une seule chose. C'est pour ça que je pense que c'est compliqué de mettre le doigt dessus. Parce qu'en vérité, on va être touché sur plein de points différents et pour plein de raisons. Et on va pas réussir tout à fait à mettre le doigt dessus. Mais l'élément commun, encore une fois, si on fait un entonnoir, en ce qui me concerne en tout cas, c'était un désamour de ma personne. Donc je pense que ce désamour-là ne m'aurait pas mis dans diverses situations désagréables et douloureuses si j'avais pas eu ça. Je comprends. Et juste, du coup, par curiosité, est-ce que l'accident que tu as vécu il y a longtemps, tu fais un lien avec ce désamour de toi ou du coup c'est un autre sujet, une autre thématique là? Je pense que ça m'a repropulsé en arrière par rapport à un travail que j'avais déjà pas mal commencé, je pense. J'étais arrivé, je pense, à un niveau où en termes d'estime de moi-même, ça allait. Je disais à un ami, dans ma vie, j'étais dans un équilibre, allez, c'était sur du 8 sur 10 en termes d'apaisement. Et voilà, donc je pense que ça englobait en fait tout un tas de choses, j'en avais pas conscience à ce moment-là, mais ça englobait aussi, je pense, mon amour, l'amour que je pouvais avoir pour moi-même. Et le fait d'avoir cet accident, ça a pas remis les choses à zéro. Il y a des gens qui, quand effectivement ils ont un accident où j'ai eu des réponses, des comportements en face ou des phrases qui me disaient du genre oui, il y a eu un changement de vie. Alors c'était même pas un point d'interrogation, c'était un point d'exclamation, point d'interrogation. En gros, genre t'as pas le choix de me dire autre chose que ta vie a changé en fait. Et ça, j'ai toujours trouvé ça un peu assez intéressant comme réflexion, un peu énervant aussi à la fois. Et tout ça pour dire que moi, ça m'a plus fait rebondir en arrière sur mon estime de moi-même et mes capacités et tout ce que je pouvais faire, puisque du coup, ça replaçait le curseur sur autre chose légèrement, mais quand même, voilà, ça crée quelque chose de parallèle et de du coup nouvellement à gérer. Et quelles leçons tu retires de cette expérience, que ce soit de l'accident en lui-même ou des suites et de ta condition actuelle? En fait, quelque chose que j'applique depuis tellement longtemps dans ma vie, dont j'ai tellement conscience, c'est que les choses bougent en permanence, en fait. Et je suis une personne qui est en permanence en mouvement, pas parce que... c'est juste parce que je sens que dans l'atmosphère, les choses changent en permanence. Donc en fait, c'est juste que c'est étrange pour moi de ne pas... C'est un peu de l'adaptation, mais c'est aussi une façon juste d'accepter le fait que, en fait, dans une vie, c'est le changement. Je veux dire, je disais encore hier à un ami, je disais que moi, ça m'énerve un peu quand il y a des gens qui vont te dire oui, t'as changé quand même. En fait, j'ai envie de dire oui, tout le monde. Sinon, toi, si tu n'avais pas changé, tu ferais encore caca dans une couche, en fait. Déjà, ça, c'est un truc, c'est très trivial, mais c'est une base. Donc, en fait, oui, tout le monde change, sauf qu'il y en a qui acceptent, qui en ont envie, qui sont, par sécurité, vont rester sur un système où ils se sentent protégés et ils veulent pas en bouger. Et c'est tout à fait OK aussi. Maintenant, il y a des gens comme moi, en fait, en tout cas en ce qui me concerne, je sens que les choses bougent autour de moi et j'ai besoin pour me sentir bien et même en sécurité par rapport à ce qui se passe autour de moi, de non pas m'adapter, mais juste de faire une mise à jour, en fait. Carrément, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Et en tout cas, c'est quelque chose que je vois chez toi et que je vois aussi chez toi parce que je suis câblée comme ça, tu vois. Je pense qu'on est des miroirs là-dessus l'une l'autre. Et vu que tout est changement, qu'est-ce qui t'enthousiasme en ce moment, justement? Et qu'est-ce qui te donne de l'énergie en ce moment? C'est quoi les projets du moment? Ah oui, non, ça c'est assez dingue, en fait. Je me dis, mais tu dois être non, j'allais dire un peu folle, mais j'aime pas utiliser ce terme parce que ce serait psychophobe, mais tu dois être
je sais pas comment. Bref, je suis vraiment parti sur un truc. Je me sens tellement suffisamment en phase et assez libre que je fais en sorte de pas trop m'inquiéter, mais en ayant des assises. En gros, ben là, je suis à fond sur la musique. Voilà, là j'ai repris le mix. Je mixais. J'ai commencé à mixer en 2000, 2001 peut-être. Au départ, je mixais tout ce qui était électro-goth et new wave et gothique. En fait, c'est même dans l'inverse, c'était gothique. En fait, j'ai suivi, encore une fois, j'ai vraiment suivi une espèce d'évolution au niveau musical, puisque au fur et à mesure, je trouvais qu'il y avait des sonorités qui m'intéressaient, et donc j'ai suivi ça. Ensuite, j'ai fait un dérivé sur la musique électro-clash, que j'ai bien aimé. Il y a eu aussi la techno sur le côté plus hardcore, on va dire, ou même la trance aussi. Donc voilà, tous ces mouvements-là. Et puis, je me suis perdu. Je sais plus où est-ce que. Rappelle-moi ta question, excuse-moi. La question, c'était qu'est-ce qui t'enthousiasme et te donne de Ah l'énergie oui. en ce moment? Voilà. Et donc, du coup, je suis vraiment revenu sur cet amour de la musique que j'ai depuis longtemps, même à composer. Donc, en ce moment, je fais de l'espace, en fait, dans ma vie pour avoir du temps pour créer de la musique électronique, mixer, performer et continuer à tatouer, parce que j'aime toujours ça. Mais du coup, je tatoue moins pour pouvoir donner plus d'espace à tout ça. Et aussi, et aussi parallèlement à ça, il y a une chose que j'aime beaucoup faire, c'est transmettre. Et du coup, je suis professeur de graphisme, infographie 2D dans une école de jeux vidéo. Donc tout ça, en fait, j'ai vraiment créé une boule de plusieurs éléments qui me font vibrer, et qui me donnent envie de continuer à faire des choses. Et quel titre tu donnerais au chapitre de ta vie, là, ce chapitre que tu traverses en ce moment de métamorphose, même si j'entends bien que la métamorphose, elle est assez constante chez toi? Enfin. Trop bien. Ouais. Ça peut être le titre d'un prochain fanzine ou d'une prochaine BD. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que du coup, bah oui, enfin, parce que c'est enfin, je fais des choses vraiment pour moi, en me disant que bah, ça peut plaire, ça plaira à un certain nombre de personnes, mais sans être consensuel. Voilà. Donc je pense que là, je suis vraiment dans cette chose-là. Autant le dessin, pareil. Même j'ai réussi aussi à faire la paix avec même ma façon de dessiner. Combien d'années je me suis dit que j'ai pas de style de dessin, que oui, je dessine pas trop mal, mais en même temps, ça manque ça manque d'une patte, ça manque de quelque chose. Et combien de fois on m'a répété que c'était pas vrai, qu'on reconnaissait vraiment ma façon de dessiner. Et c'est vraiment que récemment que j'ai regardé, je me dis ah bah oui en fait. Voilà, c'était il y a quelques mois en fait. Je me suis dit bah oui, j'ai une patte. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce que je me rappelle pas qu'on en ait parlé. Non. Et si on en avait parlé, ça aurait été l'évidence pour moi aussi de te dire bah moi je vois ta patte. Après, c'est pas parce que les gens la voient que toi tu la vois. Ça fait sens, tu vois. C'est deux choses différentes. C'est ça. Ouais. Et dans toutes ces activités, dans toutes ces passions, quand est-ce que tu te sens la plus connectée émotionnellement à toi-même? En fait, dans toutes, parce que j'ai compris une chose. Je pensais que vraiment pour communiquer avec les gens, c'était hyper important d'être comprise par le biais de la parole. Et en fait, je me rends compte que parfois, en fait, en ce qui me concerne, je suis limité à ce niveau-là. Je peux être limité à ce niveau-là. Soit parce que j'ai pas encore les mots, soit parce que j'ai pas encore compris quelque chose me concernant, soit, voilà, c'est juste pas encore là et que ça ne peut pas en tout cas sortir par des mots. Et je me rends compte que du coup, la musique, le dessin, les performances, tout ça, c'est des moyens d'expression que j'utilise pour dire des choses. Voilà. Donc, et puis peut-être c'est pas aussi, par exemple, alors je l'ai jamais fait, mais là dernièrement, j'ai créé une performance qui parle en fait pas d'accident, mais de post-accident. Et je pense que je l'aurais pas fait avant, mais c'est juste que je pense que j'avais besoin de temps pour savoir comment j'avais envie d'en parler. Voilà.
de quelle façon je voulais échanger à ce niveau-là. Donc si on m'en parle dans la rue, dans une soirée ou qu'on me pose des questions, je vais pas vraiment savoir en fait comment en parler, parce que c'est pas juste un accident, c'est pas juste quelque chose qui est arrivé, c'est pas juste un événement à un moment donné en fait, c'est plein de choses qui arrivent. À l'occurrence, pour que les gens comprennent, j'ai eu un accident de la voie publique en 2008. J'étais en fait sur un trottoir avec une amie, et il y a une femme âgée, j'ai su ça après, qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui m'a heurté en fait j'étais sur le trottoir, qui m'a heurté, et du coup heurté aussi l'ami avec qui j'étais. On a été propulsé au travers d'une vitrine de boulangerie. J'ai perdu la jambe droite mi-mollet sur le cou. Ça a été sectionné directement en passant par la vitrine, et l'autre côté, le pied était délabré. Et en fait, j'étais entre la vie et la mort. J'étais plus proche de la mort qu'autre chose, parce qu'en fait, j'ai eu 10 jours de coma artificiel, où en fait chaque jour il rallumait pour voir si j'étais encore en vie, avec de la dialyse pour faire fonctionner mes reins, enfin plein de choses. Voilà, donc j'étais vraiment, on va dire que j'étais maintenu par une machine à un moment donné, et il faisait le travail pour voir s'il pouvait me sortir de là. Et après coup, j'ai fait aussi 2 mois de réa, donc ce qui fait que pareil aussi j'étais surveillé, et voilà. Et c'est vraiment après tout ce temps que là on m'a dit là tu vas en orthopédie. Donc en gros ça voulait dire pour moi je reste en vie. Mais moi j'avais déjà en tête que c'était terminé pour moi en fait, c'était rideau. Voilà. Après c'était pas grave, parce que moi j'estimais que j'avais déjà fait une part de kiff dans ma vie, j'avais déjà fait pas mal de choses, je trouvais ça intéressant ce que j'avais vécu. Donc j'étais un peu OK avec ça. Mais finalement ça a continué. Donc du coup j'étais pas encore prête je pense que je ne savais pas vraiment quoi dire par rapport à cette expérience, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu au jour le jour, et en fait, en vérité, ça a duré même 15 ans, et je pense qu'effectivement, comme maintenant, je mets vraiment derrière moi, même après avoir aussi fait de l'EMDR, parce que il y a eu un choc post-traumatique, dont je m'étais pas rendu compte pendant pas mal d'années, et je pense que même j'avais aussi d'autres chocs aussi liés en fait à un abandon parental avant ça. Donc le fait d'avoir commencé un peu à traiter tout ça, du coup ça m'a permis de prendre un peu une certaine distance, et même dans la façon de parler, comme je suis pas non plus une personne, je suis pas extrêmement brutale en fait quand j'explique des choses ou quand je veux dire quelque chose à quelqu'un, j'essaie vraiment de que ce soit dit de façon un peu bienveillante en fait. Donc du coup je pense que je voulais aussi que la performance ait aussi cette bienveillance là, et je pense que j'étais pas prête avant, et maintenant ça a été le cas. Donc je pense que j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant, qui reste touchant mais sans être percutant émotionnellement, en tout cas psychologiquement pour les gens. Ok, j'ai hâte de voir ça. Et je sais que du coup t'es vraiment sur ce chemin de t'aimer plus, t'honorer et faire des choses en lien avec toi, mais imagine, qu'est-ce que tu ferais pour encore plus t'aimer, encore plus t'honorer, si t'avais pas peur de l'échec, pas peur de la critique, pas peur de plus être aimé, enfin voilà, si t'avais pas de peur quoi. Je crois que je mettrais une pause sur le tatou. J'arrêterais de tatouer pendant un moment, et je me lancerais à fond dans la compo de musique et des concerts. Voilà. Dans laquelle j'incorporerais en fait un aspect de performance. Et ça, tu le fais pas pour des raisons vraiment de peur du regard des autres, ou des raisons financières? Pour des raisons financières. Les raisons financières, et rester en contact aussi avec les gens. Parce que le fait de tatouer des gens, du coup, je suis toujours en contact avec les gens. Le fait de aussi faire des performances aussi à côté uniquement, ça me permet aussi ensuite, avant ou après, du coup, de voir des gens et de discuter. Alors que si vraiment j'étais uniquement à travailler sur scène, enfin en tout cas pour la scène, et pour créer un album en musique et autres, du coup, je serais complètement isolé. Et je verrais pas grand monde en fait. Et en plus le truc c'est que quand je verrais les gens, j'aurais l'impression d'être un peu déconnecté, parce que j'aurais créé une bulle tellement forte. Ça aussi c'est un peu un truc dont j'ai peur chez moi.
c'est de créer une bulle extrêmement forte qui me déconnecte complètement en fait des gens. Et je sais que ça peut m'arriver parce que j'ai cet aspect-là où je peux vraiment rester plusieurs jours chez moi et faire tout ce que j'ai envie de faire sans avoir à communiquer avec quelqu'un. Voilà. Et le fait d'avoir une fille fait que donc j'ai une fille de 12 ans fait que du coup ça me permet aussi de rester en connexion avec ce que j'ai à faire à l'extérieur pour elle, avec elle mais voilà, mais je sais que j'aurai cette tendance à vraiment m'enfermer pas par peur en fait, mais parce que c'est par rapport à la saturation d'informations qu'on a autour de nous. Et voilà, déjà je me souviens que avant, il y a plus jeune, je me souviens qu'on avait eu cette conversation, je sais plus en quelle matière, où on expliquait que dans une journée on était exposé à je sais pas combien de publicités. Et là, il n'y avait pas encore Internet. Donc c'était vraiment les publicités à la télévision, en dehors, sur les panneaux publicitaires. Et là, en fait, maintenant qu'on a Internet et qu'on a des réseaux sociaux qui impliquent aussi de la publicité, du coup, c'est impressionnant, quoi. Et donc, du coup, ensuite, donc entre ça, plus les personnes et les histoires que l'on se raconte, le nombre de personnes qu'on peut rencontrer, et les histoires que ces personnes-là ont raconté aussi. Du coup, ça fait énormément d'informations et en ce qui me concerne, ça fait beaucoup des fois. Et du coup, je suis obligé de m'enfermer un peu dans une petite bulle. Ouais, c'est vrai que le milieu de la musique, effectivement, il y a des gens qui font des feats avec d'autres personnes, qui sont dans des groupes, qui font pas ça seuls. Mais c'est vrai que dans toi, la performance que tu donnes, de ce que j'ai vu avoir de toi, il y a ce truc de... Effectivement, c'est pas très horizontal. C'est pas genre tu vas pas avoir beaucoup de contact avec le public, tu vas pas forcément aller leur parler. Oui. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'après tes perfs, des fois tu peux parler avec les gens, mais je sais pas à quel point c'est le cas ou à quel point au contraire tu te mets dans ta petite bulle en mode dodo, je me repose. En fait, j'ai un peu l'impression que il m'est arrivé beaucoup de choses et du coup aujourd'hui j'ai un peu l'impression que j'ai un peu cette envie de juste de les raconter avec différents formats. Je pense qu'avant, j'avais juste envie de faire de la musique parce que je trouvais ça stylé, qu'il y avait des sonorités qui sont intéressantes et voilà. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'échanger différemment avec les personnes, donc d'échanger en l'occurrence par le biais de l'art en fait. Donc du coup, oui, peut-être que je pourrais, tu vois, genre un moment comme celui-ci ou peut-être des lives ou un endroit ou peut-être sur une radio où il y a des gens qui posent des questions. J'avais fait une table ronde à la Girls Don't Cry c'était il y a 2 ans je crois ou l'année dernière et en fait j'avais trouvé ça super chouette parce que du coup ça permet de parler avec les gens et d'échanger directement et puis même après coup. Donc voilà, j'aime bien en fait je crois que j'aime échanger avec les gens sur les expériences et ce qu'elles en font. Qu'est-ce qu'on voilà, après on peut ne rien en faire. Mais je trouve toujours intéressant. En fait, j'aime beaucoup les transformations, les évolutions, vraiment les parcours où on voit clairement que la personne n'est pas la même, en fait. Voilà. Je crois que ça me parce que ça me parle, en fait, et j'ai l'impression de pas être seul. et voilà, parce que j'ai tellement eu l'impression d'être une personne bizarre à être comme ça. On me l'a souvent en plus dit. En me disant oui mais je comprends pas, un jour tu fais de la guitare, un jour du clavier, un jour de la basse, un jour je te vois faire de la 3D, un jour de la 2D, un jour tu tatoues, mais pourquoi tu te concentres pas que sur une seule chose? Voilà, c'est juste que je suis câblé comme ça. Ouais, I feel you, je sais pas comment le dire autrement. T'es un peu, parce que toi du coup tu voilà, je vois aussi que toi aussi t'es sur un fil où enfin pas un fil mais un flow justement qui t'emmène et puis il y a diverses choses qui viennent te nourrir. Voilà, comme tu m'as expliqué, t'as commencé en tant que kiné, ensuite à être dans le massage. D'ailleurs, avant kiné, tu faisais quoi avant ça? Qu'est-ce qui t'animait plutôt? Ah, qu'est-ce qui m'animait avant de faire la kiné? En gros, quand j'étais jeune, comme j'avais plutôt un projet artistique de dessin, je voulais faire mangaka quand j'étais ado. Oh. Et la photographie, ça m'intéressait déjà aussi.
Ouais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé Grey's Anatomy, la série. Je sais pas si t'avais vu ça. Oui. Ouais. Et je me suis dit, je suis tombée un peu amoureuse de la chirurto. Elle s'appelle Cali, elle a une grosse touffe, elle chante et elle scie des jambes, quoi. Enfin, je sais pas comment te dire autrement. Cali, ouais, Cali Torres. C'était la chirurto traumato qui fait les trucs un peu de bourrin, quoi. D'accord. Et je me suis dit, moi, je vais être badass comme ça plus tard, tu vois. Donc, j'ai littéralement commencé médecine parce que je tombe amoureuse de cette meuf dans Grey's Anatomy, ce qui est donc vraiment la raison la plus pérenne et écologique possible pour faire médecine, quoi. Et quand je suis arrivée en... Bon, j'aimais bien masser quand même à cette époque, donc il y avait aussi un peu la kiné qui me titillait, mais j'avais jamais été chez le kiné. D'accord. Et après, en médecine, quand je suis arrivée en 2e année de médecine, en stage, j'ai vu plein de chires qui étaient en dépression, et j'ai eu vraiment l'impression à ce moment-là qu'à l'hôpital, c'était un peu la loose. En tout cas, je voyais les gens tristes, et je me suis dit, j'ai pas trop envie de ce lifestyle, tu vois. En vrai, la plupart des gens que je croisais, ils étaient soit dépressifs, soit alcooliques, soit les deux, et j'étais genre, c'est pas exactement ce que je recherche, quoi. Et à ce moment-là, j'ai arrêté pour plein de raisons, mais pas que ça aussi. J'ai la maladie de Lyme, mais c'est vrai que quand j'étais debout longtemps, genre j'avais vraiment mal au corps à ce moment-là et je me voyais pas opérer pendant X heures. Enfin, tu vois, je me suis dit juste physiologiquement, ça va être chaud pour moi, quoi. Puis bon, plein d'autres raisons qui ont fait que j'ai arrêté. Voilà, la kiné. Et après, ça répond à ta question? Oui. Après, je me demandais comment t'étais arrivé du coup à ça, quoi. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a en commun, par contre, le fait de vouloir communiquer avec les autres et de comprendre aussi qu'est-ce que cette communication provoque chez nous, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça vient réveiller, qu'est-ce que ça vient questionner aussi. C'est marrant. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai déjà conscientisé. Après, la communication avec les autres, bien sûr, mais je l'entends, mais je l'ai jamais conscientisé. Ouais, ça n'a jamais été un conscient chez moi de faire ce move. Je pense que moi, ce que je kiffe, c'est sublimer, tu vois. Genre, j'aime sublimer les gens. J'aime qu'ils se trouvent plus beaux, plus belles, plus badass, plus... Tu vois, c'est ça qui m'anime, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Non, je viens juste d'y penser. C'était même pas conscientisé. C'est une pensée qui m'a traversé l'esprit. Mais je te rejoins aussi sur le fait d'aimer sublimer les gens, de voir de voir le sourire en fait sur les gens. Et de voir qu'ils se sentent mieux. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à mixer, c'était ça, c'est que je voyais les gens qui étaient bien et je me dis, là, pendant une soirée, t'as réussi à faire en sorte que les personnes soient ailleurs, tout comme moi, je peux être ailleurs quand je suis dans une soirée et je pense à autre chose. Et voilà, et c'était vraiment, purée, en fait, ok, je viens de comprendre ça, je viens de capter un truc, parce que c'est vrai que moi, j'ai bien aimé commencer à aller dans des soirées, donc en l'occurrence, c'était les soirées gothiques New Wave, parce que chez moi c'était vraiment un environnement entre de la violence et de la dépression et du coup quand j'y allais j'étais hyper bien. Pour moi c'était vraiment une bulle de bien-être et je dansais, je parlais avec les gens, il y avait des échanges avec des gens qui ressentaient un peu des choses par rapport à la musique et puis même qui étaient aussi en dehors de mon cadre familial. Parce que j'habitais en fait en banlieue parisienne et c'est vrai que du coup quand j'étais dans ces soirées-là, j'étais vraiment dans un autre univers. Et ouais, il est possible que j'ai eu envie aussi de mixer et que j'aime aussi mixer pour que les gens soient dans un autre univers, un peu le temps de mes DJ sets, le temps de mes performances. Et voilà. Et puis autant pour le tattoo, c'est une autre force parce qu'effectivement, tu viens, j'aime aussi faire ça, de voir un corps et comment la personne je peux l'aider à percevoir ce corps autrement que par son prisme qui serait négatif. Et ouais. Et c'est pour ça que j'adore quand les gens, quand la session est terminée et que je vois le sourire, des fois il y a des larmes, des fois les gens te demandent à être pris, à te prendre dans leurs bras tellement ils sont heureuses de ce que tu viens de faire pour eux en fait. Et ça, mais je me dis c'est génial. Je me dis en plus ça, moi qui aime laisser des traces chez les gens positives, et du coup je me dis c'est la personne porte ça sur elle jusqu'à la fin de sa vie quoi. Ouais. C'est intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais sur tes perfs et tes mix en mode
ça permettrait aux gens d'être ailleurs. Et c'est marrant parce que moi, au moment où tu dis ça, je me dis, mais en fait, ça leur permet surtout d'être présents. Tu vois, c'est genre, justement, au lieu d'être dans ton petit marasme, dans ton mental et tout, bah, tu danses, tu ressens la musique, t'es là, quoi. Et que ce soit là, dans le tatou, dans la perf, dans le flow de dessiner, c'est que des moments où on se reconnecte à soi et au moment présent, je trouve. Ouais, tout à fait. Ah oui, complètement. Oui, exactement. Ouais. Mais moi, je trouve ça magique, en fait, de réussir à faire ça. Voilà. Je trouve ça magique qu'on arrive à toucher les gens comme ça et qu'on arrive à leur donner à leur offrir des éléments qui vont les aider à se sentir mieux, quoi. Que ce soit comme toi avec le coaching, parce qu'en fait, au final, je trouve que tout ce que les gens ont juste besoin de savoir que, par eux-mêmes déjà. Moi, j'aime bien dire des fois par rapport au tatou que je fais de l'art sur des œuvres d'art. Voilà. J'estime que vraiment les gens, on a vraiment cette tendance à se dévaloriser, à être dans des problématiques, et du coup, il y a cette dévalorisation qui vient ensuite recouvrir tout ce qu'on voit, et du coup, on voit plus tout ce qu'on a de bien en nous, et on a même l'impression que ça n'a jamais existé tellement on le voit plus, on l'oublie même. Donc ouais, je trouve ça chouette de pouvoir aider les gens dans ce sens-là. C'est intéressant. Il y a un mec qui m'entend qui s'appelle Fabien Matt, et dans un de ses podcasts, il disait que le dev perso, c'était... Enfin, en gros, une des missions du dev perso, c'est d'enlever toutes les couches qu'on a accumulées de nos 7 ans à nos 77 ans. C'est un peu de genre, tu nais pur, je sais pas comment dire, en tout cas, tu nais toi. Et puis après, t'étais 0 à 7 ans, on t'éduque, on te forme, on te met dans un cadre, on te met dans un moule. Et après, c'est comme si tout le chemin qui suit, c'est genre, comment j'enlève toutes ces putains de couches pour retrouver qui je suis vraiment et pour rayonner qui je suis vraiment à la base, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu vois, moi qui suis en transition, parce que je prends des hormones depuis 1 an, et c'est exactement ça. J'ai vraiment cette sensation, même avant ça, avant de commencer le traitement hormonal, cette sensation que ce qu'on définit, je pense que plus jeune, si j'avais eu les informations que j'ai aujourd'hui, je me serais défini comme une personne non binaire. Et du coup, parce que dans mes souvenirs, j'ai vraiment ce truc où j'ai toujours eu un souci avec la binarité me concernant, et même la binarité dans le fait quand je m'adresse aussi à des gens. Et j'ai toujours eu plus envie de mettre en lumière la notion de personne, en fait. Voilà. Et c'est avec le temps que du coup que les choses ont dû prendre une autre forme par réaction en fait à l'extérieur, et je me suis rendu compte qu'il a fallu que je retire beaucoup d'éléments qu'il a fallu que je mette comme couche, on va dire dite masculine, qui ont plutôt été mises là pour me défendre, parce que j'ai été harcelé à l'école pendant une dizaine d'années, de la primaire en fait au collège. Et je pense qu'ensuite j'ai débloqué tout ça. Enfin, j'ai arrêté d'être harcelé à partir du moment où je m'en suis pris à une des personnes qui me harcelait physiquement. Et là, c'était une grande première parce que ça m'était jamais arrivé. Et là, en fait, j'ai commencé à être perçu différemment. Et là, du coup, en étant perçu différemment, je me suis senti moins en danger. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On continue en fait à garder en fait cette couche qu'on a mis pour pouvoir se protéger, et voilà, parce que j'en avais pas d'autres en vrai. C'est juste que j'avais pas d'autres voilà. Moi, mes parents, ils avaient pas spécialement de conseils à me donner, j'étais quand même assez seul en fait avec moi-même à ce niveau-là, et du coup, il a fallu que j'utilise ce que j'avais et ce que j'ai vu qui avait fonctionné. Et avec le temps, et il y a eu des choses sur lesquelles je me dis non, mais là ça va pas du tout, je sentais vraiment que c'était pas moi, et que j'ai abandonné rapidement, et d'autres que j'ai pris plus de temps à abandonner. Et du coup, enfin voilà, donc du coup, j'ai vraiment cette sensation que depuis pas mal de temps, je redeviens l'enfant que j'étais plus jeune, mais je fais plutôt plus la paix avec lui, en le retrouvant, et en continuant à l'aider à avancer avec ce que je sais aujourd'hui, mais en étant fidèle à ma vraie nature, je pense, à la personne que je suis vraiment intérieurement.
Tu parlais là tout à l'heure de ton sentiment de solitude vis-à-vis du fait que dans ta famille, tu te sentais pas très étayé par ton père et ta mère. Je connais peu en fait ta famille. Enfin, tu m'as déjà un peu parlé de ta mère, je connais ta fille, tu vois, mais je connais pas ta famille vraiment au sens large. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais dire une chose à un membre de ta famille que tu as perdu, mort ou que t'as pas connu, peu importe, qui ce serait? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et pourquoi tu lui dirais ça? Euh, j'ai une pensée directe en fait à l'ancêtre qui a perdu, une de mes ancêtres qui a perdu son nom, puisque avec l'esclavage, donc c'était en Martinique, à un moment donné, donc il a fallu, avec l'abolition de l'esclavage, je mets des guillemets parce que voilà, ça c'est encore autre chose, mais c'est sur le papier. Les officiers d'état civil devaient en fait nommer en fait les personnes qui étaient présentes, qu'ils avaient déplacées, qui avaient été déplacées. Et donc ils ont nommé en fait, déjà elle avait un prénom qui n'était pas le sien, qu'elle a eu par ses maîtres ou maîtresses. Et deuxièmement, son prénom est devenu son nom de famille à l'envers. Voilà. Donc du coup, ils ont inversé en fait son nom de famille, voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce nom de famille. Et ce que je dirais aujourd'hui, du coup, à mon ancêtre, c'est du coup, je garde ce nom de famille parce que c'est celui de mon père et comme je l'ai pas vu depuis mes 16 ans, à un moment donné, je me suis questionné sur le fait de pas le garder. Et je me suis dit finalement, je vais le garder parce que c'est à moi de créer ma propre histoire avec ce nom de famille. Et à ma fille aussi, du coup, puisqu'elle le porte. Et par rapport à cette personne, donc à mon ancêtre, de dire que voilà, moi, je fais cette démarche de rester, d'être le plus proche de qui je suis, en dépit de toutes les forces qu'il y a autour de nous et qui nous guident sur autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est rester le plus libre possible et le plus en accord avec qui je suis profondément. Donc des fois il a fallu, enfin voilà, il faut, et je pense que je vais prendre toute une vie à faire ça, à continuer à chercher et à débroussailler en fait, retirer, voilà, et puis même des fois me pardonner sur des choses que j'ai pu dire ou des attitudes que j'ai pu avoir envers des gens, de voilà, me dire que c'est vraiment tout. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui dit on est toujours moins fort que son environnement. Donc aujourd'hui, j'apprends vraiment à avoir un environnement le plus sain possible et le plus en accord aussi avec ce que je veux et qui je suis pour continuer à avoir un chemin vers cette direction-là. En direction de la personne que j'aimerais retrouver, en tout cas que j'aimerais être au mieux. Tu sais, c'est qui? Tu sais, ça vient d'où cette phrase? Enfin, c'est une connaissance à toi ou c'est quelqu'un de connu? Oui, c'est une connaissance à moi. C'est un pasteur qui s'appelle Jean-Paul Morlet et qui est en fait le papa de quelqu'un avec qui j'étais avant. Et voilà. Et en fait, c'est quelqu'un dont les paroles m'ont pas mal touché et en fait, moi, j'ai eu un gros truc avec la religion quand j'étais plus jeune. C'est mes parents qui l'ont pas, enfin, la façon dont la religion était dans ma vie m'a pas aidé à apprécier la religion. Et du coup, sans que, en tant que pasteur, sans être dans une démarche de conversion, c'était juste une démarche de bienveillance dans ses propos. Je suis allé du coup aussi je suis allé dans des temples pour voir justement comment dire, pour assister à des cultes, pardon. Et oui, je trouvais que ce qui était dit déjà en termes de religion, c'était plus proche. Ça essayait de se raccorder, en tout cas pour les pasteurs que j'ai entendus, de s'accorder avec ce qui se passe aujourd'hui, d'utiliser des textes
ancien, mais avec un regard actuel. Et j'avais pas non plus cette sensation de punition en fait dans le rapport à Dieu. Et moi, mes parents sont allés très très loin. En l'occurrence, mon père, il est carrément allé pour me punir, me mettre accroupi sur des capsules de bière dans le sens pointu pour faire en sorte que je comprenne en fait des leçons. Et le fait d'avoir rencontré du coup Jean-Paul m'a effectivement vachement et sa femme aussi et même leur fille aussi dans cette relation, bah ça m'a vachement aidé à faire la paix en fait avec cette idée négative que je pouvais avoir de la religion. Et c'est tout, encore une fois, hein, pour beaucoup de choses, c'est beaucoup des histoires d'interprétation. Et voilà. Et en tout cas, ses propos, il avait souvent eu des propos qui étaient en dehors de l'aspect religieux, qui étaient quand même assez, qui aident quand même pas mal et qui tombent assez juste. Et j'ai bien aimé notamment cette idée qu'on est moins fort que son environnement. Tout ça pour dire que oui, effectivement, on a beau faire un travail, et je trouve que ça aide aussi les gens qui, alors je dis pas qu'il faut se dédouaner de quelque chose qu'on a fait et d'erreurs qu'on a pu faire, mais en tout cas il faut les questionner, faire en sorte de ne pas le refaire et d'avancer, voilà, et ne pas rester non plus figé par rapport à cette erreur-là, essayer de continuer à avancer. Et aussi, et du coup se retrouver dans un environnement qui n'est pas propice à ça, quoi. Carrément. Ça fait sens, trop bien. Je savais pas que ça venait de lui, cette phrase. C'est marrant parce Oui. qu'elle me parle beaucoup et en même temps, il y a une part de moi qui est pas d'accord, tu vois, qui voit aussi Oui. à quel point on peut transcender l'environnement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est plus simple dans l'environnement, enfin dans un environnement aligné avec nous, qui nous permet de rayonner, quoi. C'est ça, Carrément. des fois c'est difficile hein, d'être dans un environnement où tu sens qu'il faut une certaine énergie en fait, ça demande une certaine énergie. Carrément. Je repensais à quelque chose, tu sais, il y avait ce truc tu disais, je pense que ça va me prendre toute la vie de faire tomber les masques, de redevenir qui je suis vraiment, enfin, tu vois, de retrouver cette personne que je suis. Et j'aimerais te demander, là justement, s'il te restait genre, je sais pas, 12 mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais si t'avais plus que 12 mois à vivre? Là, je te donne un petit papier, tu sais que t'as plus qu'un an, tu fais quoi de ta vie? Moi, je fais de la musique. Voilà, je compose de la musique électronique et j'essaie de donner des concerts. Voilà. Et puis et je fais ça en étant en dehors de Toulouse, à la campagne, pas très loin. Ça, je peux quand même aussi avoir accès aux villes. Dans une maison un peu isolée. Je regarde les événements où je peux rencontrer des gens quand même, où je peux en croiser. J'essaie peut-être aussi de monter un groupe pour en tout cas d'avoir des gens avec qui je peux ou faire des collaborations. Voilà, donc j'essaye de trouver une part de temps où je peux être seul et une autre part avec des gens. Et alors évidemment il y a ma fille aussi, hein. Donc c'est l'élément parallèle à mon bien-être. Je dis souvent à ma fille en fait que en ce qui me concerne, après c'est mon fonctionnement. Je sais qu'il y a des parents qui ont besoin que leurs enfants aillent bien en premier et que c'est vraiment l'essentiel pour eux. Moi je pense que, alors déjà, l'essentiel, enfin voilà, il faut évidemment avoir un niveau d'attention aux enfants, mais parfois on n'a plus l'énergie, on ne peut pas le faire. Et c'est peut-être ces moments-là où il faut se dire, ok, qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je n'ai pas donné assez de place à ma personne pour que je sois bien, et ensuite par répercussion que je sois bien aussi avec mon enfant et que je puisse lui apporter quelque chose. Et c'est hyper important justement de faire tout ce travail. Ah oui, chose importante qui m'est arrivée. Mais aussi au-dessus de tout ça, c'est surtout que j'ai eu une fille et un enfant en l'occurrence, donc plutôt parce que je préfère enfin, elle se définit comme une fille, mais pour moi c'est un enfant, sans vouloir la genrer du coup, parce que dans ma façon de la percevoir, j'essaie de faire en sorte que ce soit moins genré possible. Et tout ça m'a demandé de me dire, ok, là, quand tu vas parler à ton enfant, tu vas lui transmettre des choses. Et ce que tu vas lui dire, si ça doit faire sens pour toi aussi, en fait. Tu ne dois pas lui mentir, tu ne dois pas lui cacher des choses
qui vont en fait qu'à un moment donné, elle va pouvoir, quand elle aura l'âge de pouvoir te dire oui, mais en fait t'as dit ça et il s'est passé ça. En fait, j'ai pas envie d'être prise au dépourvu par ma fille. Donc en fait, en gros, de lui avoir menti ou de lui avoir caché des choses qui, là, on parle de niveau enfant. Je veux dire, à chaque âge, il y a des choses que je dis à ma fille et ça dépend vraiment de son âge en fait. Par exemple, je lui ai parlé de mon rapport avec mon père. Je lui ai pas tout dit d'abord. Je lui donne des informations au fur et à mesure, mais voilà, déjà, je sais que je voulais être clair avec elle sur le fait que il m'a pas élevé en fait. Enfin, il m'a élevé jusqu'à mes 16 ans et puis ensuite il m'a abandonné. Donc là-dessus, je voulais que ce soit clair, j'ai pas édulcoré en disant oui, voilà, alors j'ai posé les mots. Donc voilà, et je sais qu'avec ma fille, il a fallu aussi que j'apprenne à être de plus en plus clair en fait avec moi-même pour être clair aussi avec elle. Et ça, il a fallu ensuite que je l'étende aux gens autour de moi. Et je sais que ça a beaucoup changé ma façon de communiquer aussi avec les gens. Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as une espèce d'attention et d'intention d'honnêteté radicale, de transparence dans toutes tes relations, ou est-ce que c'est pas quelque chose sur lequel tu mets particulièrement d'attention? Alors, par rapport à ce que je ressens, oui, je fais en sorte aujourd'hui d'être super clair. Le mieux que je puisse faire, en fait, en tout cas. Mais maintenant, j'essaye de le faire sans me dire que je vais blesser. Je me dis, c'est pas grave, en fait, t'es comme ça, et si les gens ne l'acceptent pas, c'est pas grave. Voilà. En fait, aujourd'hui, je crois que j'accepte de ne pas être apprécié, ou alors de dire quelque chose qui n'est pas appréciable, et de revenir ou pas dessus en fonction, si la personne c'est quelque chose qui l'a blessé, voilà. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de fois où j'ai dû éviter de dire des choses en me disant mince, là ça va peut-être être blessant, donc je vais éviter ou autre. Maintenant, j'accepte d'être dans l'erreur en fait. Okay. J'accepte d'être dans l'erreur, j'accepte d'être contredit, enfin pas d'être contredit, c'est pas le terme, d'être confronté en fait. Voilà, je disais souvent que j'aimais pas les rapports conflictuels et aujourd'hui je les aime pas, je les aime toujours pas, mais je me dis que ils sont nécessaires en fait pour que chaque personne puisse s'exprimer et ensuite savoir un petit peu où se positionner et comment voilà, se donner un cadre en fait. Voilà, je sais plus où j'ai vu ça, mais qu'en gros où j'ai entendu ça et qu'en gros justement donner un cadre et se donner ses limites et les montrer, donc ça parle aussi de ça du coup, c'est donner un mode d'emploi de sa personne en fait. Donc si effectivement on donne un mode d'emploi qui va absolument pas avec l'appareil en question, il va soit casser, soit on va avoir un usage qui sera complètement soit contraire ou à côté de l'usage de l'appareil. Alors que si on a le mode d'emploi, on sait ok, c'est comme ça, voilà, donc je vais pas aller là-dessus par rapport à cet appareil. C'est tel nombre de volts, je vais pas aller sur un voltage plus important ou voilà, je vais pas mettre des piles à A alors que s'il me faut du 3A. Enfin, tu vois, c'est voilà, c'est un peu ce truc. Donc j'ai un peu compris ça et je pense que ça m'aide pas mal, ouais. Et puis en tant que parent, comme tu disais, à un moment tu transmets, tu éduques, difficile de faire ça sans cadre du tout. En tout cas, je vois pas comment c'est possible personnellement. Oui, c'est ça. J'ai réussi à le faire justement avec ma fille. Et puis je t'ai dit, peut-être qu'il y a eu cette résonance, et puis il y a d'autres événements qui m'ont fait créer cette résonance aussi, où je me suis rendu compte que il y a aussi ce truc de peut-être aussi des fois d'infantiliser les gens et d'avoir l'impression qu'ils vont peut-être pas pouvoir gérer leurs émotions. Alors du coup, comme les enfants, on va essayer de dire les choses différemment et puis on va pas y aller directement. Alors qu'en fait, t'as des adultes et effectivement, si par contre si leur réponse est une réponse d'enfant, là par contre, on n'est pas responsable. C'est à eux d'être plus adultes, plus matures en fait. Mais effectivement, il y a peut-être ce danger des fois d'infantiliser les gens et d'avoir l'impression qu'ils vont peut-être pas pouvoir entendre ce qu'on a à dire en fait. Ouais, bien sûr. Et je te rejoins. Et je pense que c'est assez co-créé. Tu vois, à un moment, si quelqu'un te donne une réponse d'enfant, c'est qu'il y a une partie... Enfin, dans une situation de deux personnes, si une personne prend le rôle de l'enfant, c'est que d'être en face, c'est pas vraiment un rôle d'adulte à adulte, c'est que forcément, il y a l'autre est un peu en mode parent, consciemment ou non. Tu vois, c'est que... Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je le sens comme ça, tu vois, en tout cas. Ouais, clairement. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de...
que j'essaye d'éviter en permanence. C'est pour ça que j'aime pas trop, en fait. Je préfère, si on me demande un conseil, je vais en donner, mais j'essaie vraiment de pas trop venir conseiller les gens, parce que j'ai pas envie qu'ils aient cette... parce que moi, je déteste qu'on fasse ça avec moi. Déjà qu'on me donne des conseils que j'ai pas demandé. J'aime pas ça. Alors des fois je me dis oui, mais c'est parce que est-ce que c'est de la prétention que tu n'aimes pas ça? Non, je pense qu'en fait c'est juste que si t'as pas désiré quelque chose, c'est normal que tu n'aimes pas en fait. Donc du coup j'essaie vraiment de pas trop être dans le fait de donner des conseils aux gens et de les infantiliser. Donc oui voilà, c'est mais je vois effectivement c'est exactement ça, cette idée de si la personne a une réponse d'enfant, c'est que ouais. En tout cas, c'est une danse à deux. Et puis, si la personne a une réponse d'enfant et que tu coupes directement et que tu passes pas en mode infantilisation, bah, soit la personne passe en mode adulte parce qu'elle a les compétences et les ressources pour, soit elle reste en mode enfant, mais bah, du coup, il n'y a pas de... L'interaction s'arrête de facto parce qu'une interaction, c'est deux personnes. Donc, si une personne arrête d'interagir, ça peut pas continuer, quoi. C'est vrai. Complètement, ouais. Non, mais, tu vois, ma psy m'avait dit ça un jour, elle m'avait dit, tu sais, s'il y a une relation qui te convient pas, tu peux t'arrêter de danser et il y aura pas de danse, tu vois. Et j'étais genre, ok, fair enough, tu vois. Et je pense qu'à cette époque de ma vie, j'étais pas capable de couper le lien parce que j'avais pas les ressources pour et les outils pour. Et maintenant, c'est plus simple pour moi, même si ça reste complexe, tu vois, comme procédé parfois. Est-ce que dans, enfin, je sais pas pourquoi je me pose cette question, mais est-ce que ça vient, est-ce que du coup dans les échanges dans le tatou, est-ce que tu as déjà eu par rapport à une personne avec qui tu tatouais justement des choses à gérer un peu compliquées et ce travail à faire de pas forcément infantiliser la personne Ouais. Bah, le cas le plus courant, la douleur, tu vois, par exemple, je repense à une cliente qui avait super mal, qui se plaignait, qui était vraiment dans ce truc genre regarde comme j'ai mal et comme c'est dur. Et du coup, là, tu as plusieurs options, mais moi, les options qui me sont venues à l'esprit, c'est soit je coucoune, je fais la maman, et du coup, on entretient ce truc parent-enfant, tu vois. Soit je cut et je lui redonne sa responsabilité de en fait t'es là, personne t'a forcé, on peut arrêter maintenant si c'est trop dur. Enfin c'est genre reprends tes ovaires en main et vois ce que tu veux faire, tu vois. Et j'avais pas de nécessité à ce qu'on finisse ce tatouage. Si elle m'avait dit en fait je suis en PLS, on arrête, j'aurais dit fine, enfin tu vois. Mais au moment où je lui redonne le pouvoir d'arrêter ou de continuer, c'est genre soit tu continues et t'affrontes ça comme une adulte, soit on arrête et c'est ok, tu vois. Et toi? Et ben du coup, alors j'ai pas de souvenirs récents parce que je suis dans ce truc. En ce moment, je suis vraiment dans ce truc déjà de lâcher prise beaucoup. Parce que je pense aussi que dans ce truc d'infantiliser la personne, c'est aussi qu'on a du mal à gérer, à savoir comment on peut réagir par rapport à cette situation, et du coup on rentre dans un truc justement parental où oui on peut être un peu sec, un peu. Mais je pense que si on lâche prise, qu'on se dit ok la personne est en train de vivre son truc, moi en fait je suis en train de tatouer, si elle a besoin de quelque chose elle me dit, je peux éventuellement poser une question genre comment tu te sens ou comment ça va, ou éventuellement est-ce que tu veux faire une petite pause pour donner un axe une aire de repos. Et mais sinon c'est vrai que j'ai pas en tête de situation là dernière où ce serait arrivé. J'ai des moments où j'aurais pu le faire et je me suis arrêté, mais là où j'y serais allé directement, non, je suis vraiment, comme je dis, je suis vraiment dans cette période où j'arrive à, peut-être que plus tard j'arriverai à me souvenir des moments où il y a eu ces switches là, mais je suis vraiment dans cette vibe là en ce moment d'être assez peace avec moi-même et assez peace aussi avec les autres et avec leurs réactions aussi, à les accepter pas mal. Un exemple, il y a 2 jours j'ai reçu des amis et j'en ai un j'ai un des deux qui est un peu qui est un peu une façon un peu brutale de répondre. Et donc, mais il va te donner un conseil. C'est juste que tu vas lui dire ah oui j'ai acheté ça et tout, et là il va commencer à hurler, à dire non n'achète pas ça. Il dit non n'achète pas ça, mais non achète plutôt ça. Et c'est même pas là je suis en train de monter la voix, mais tu sais achète plutôt ça parce que ça va pas du tout. Nanana. Et en fait c'est bienveillant dans le
dans l'intention et la façon de le faire. Voilà. Et à un moment donné, je le regarde, je lui dis, alors écoute, là, on va passer 2 jours ensemble. Moi, ma tension, j'étais à 18-10 de tension avant, maintenant, je suis à 11-7. Donc, j'ai créé, en fait, un cadre dans ma vie qui est assez peace. Donc, j'aimerais que tu continues à m'aider à garder ça, en fait. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, oui, parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais tout d'un coup, tu te mets à hurler. Je sais que c'est un conseil que tu donnes. Et je dis, d'ailleurs, en fait, je te l'ai pas demandé, et je fais ce que je veux, en fait. Voilà, là, j'ai envie de faire ça comme ça, et voilà. Pareil, à un moment donné, il m'a dit, je sais plus, 2-3 fois, il m'a dit, ouais, t'as mordu le trottoir. Parce qu'en fait, dans mon parking, à un moment donné, il faut tourner, et tout est serré. Ma voiture est très longue, et tout est serré. Donc, je sais que de fait, je suis obligé à un moment donné de mordre légèrement, parce que ma voiture est longue, et que le parking est hyper, voilà. Mais ça, je le sais. Et donc, il me fait, ouais, et donc, du coup, je lui dis, écoute, et à un moment donné, je lui dis, mais j'aimerais te demander, est-ce que je suis en train de passer mon permis? Du coup, et il me dit, là, il rigole et tout. Je fais, non, mais je sais, effectivement, je l'ai senti. Je lui dis déjà, j'ai pas beaucoup de place. Et deuxièmement, je suis un peu fatigué. Donc, du coup, là, on va rentrer, je vais me reposer, et voilà. Bref, voilà. Donc, c'était marrant de voir que, donc, je l'infantilisais pas, mais en gros, j'étais quand même en train de lui dire, bah là, en fait, t'es en train de faire ça, et j'aimerais rester dans tel état-là. Donc, arrête de faire ça, en gros. Voilà, s'il te plaît, ne fais plus ça parce que voilà, je suis en mode piste, donc ne fais pas ça, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais donc après, alors j'ai réussi à le faire avec lui parce que non, je crois que j'ai réussi à le faire, comme je dis, parce que je suis assez en accord en ce moment avec le fait que je peux être contrarié par des choses et je me dis que j'ai le droit de dire que ça me contrarie. Et que ça fait pas de moi quelqu'un ça fait pas moi de quelqu'un de soit diva, soit voilà, c'est juste que c'est dans mon droit, en fait. Voilà. Si à ce moment-là, c'est pas bon pour moi, que ça ne marche pas, ben ça marche pas. Et je pense que j'avais beaucoup de mal, en fait, à comprendre ça. J'essayais de, socialement parlant, d'être la plus adaptée possible, faire en sorte que les gens soient hyper confortables, hyper bien, d'être hyper à leur attention. Là, effectivement, aussi pareil, ils ont passé 2 jours ici, mais il y a eu des moments où j'ai eu besoin de faire des choses pour moi, et je l'ai fait, en fait. Et je me suis pas senti mal. En temps normal, j'aurais été hyper mal. J'aurais dit, voilà, alors là, je vais partir de telle heure à telle heure, mais bon, après, on va faire ci. Je serais comme comme une espèce de guêpe, là, qui essaye de sortir. Alors que là, j'étais vraiment en mode piste. Je savais qu'ils avaient des choses à faire. Mais pareil, ça revient aussi un peu à cette idée d'infantiliser aussi les gens, à leur expliquer pourquoi finalement on les abandonne, en fait, et leur dire, non, mais je suis hyper présent, pourquoi... Voilà, il y a un truc un peu bizarre comme ça, j'arrive pas encore à savoir pourquoi, enfin si, je sais pourquoi j'ai fonctionné comme ça à un moment donné aussi, c'est l'hypervigilance, la peur de pas être aimé, enfin voilà. Et aujourd'hui, c'est pas que j'ai pas envie d'être aimé, c'est juste que j'ai envie déjà de m'aimer moi et d'être en paix avec moi-même, en fait. Voilà. Je vois l'heure qui tourne, on est déjà à la bourre. Du coup, je vais te poser juste 2-3 questions pour finir très rapidement. Ça marche. Est-ce que tu as une ressource, genre un livre, un film, un son, un podcast, qui t'a fait t'aimer ou aimer quelqu'un d'autre récemment? Une ressource, j'essaie de réfléchir. Je crois que tout comme moi, en fait, ma façon de fonctionner, mes ressources, en fait, elles sont un peu multiples, mais j'ai pas de choses bien précises. Des fois, j'attrape j'attrape des paroles au vol, des phrases. Et c'est un peu genre, je pense que je suis tout le temps attentive, en fait. Ce qui fait que, du coup, il y a une parole, ou même des fois, ma propre fille, elle va dire une phrase, et je fais, ou même, voilà, comme je te dis, je te parlais tout à l'heure de Jean-Paul, avec cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Même des fois, c'est un dessin animé. J'entends une phrase, je fais, genre, dans ce contexte-là, oui, c'est juste un dessin animé. Mais genre tu le retires et ça fait écho pour moi sur des choses, des paroles de chansons, donc c'est vrai que je suis hyper mauvaise pour donner des références. Moi qui même tatoue, je pourrais pas à l'époque j'ai commencé à tatouer, il y a plein de gens qui sont capables de donner des noms, comme toi aussi d'ailleurs, des fois tu me donnes des noms de tatous.
Moi, ça fait presque 20 ans que je tatoue et tu m'as sorti des noms, je les connaissais même pas, et les gens, je les connais pas du tout parce que je suis pas du tout, je suis pas du tout à retenir j'arrive pas à retenir les références comme ça, mais par contre, les mots, les phrases, les sons, les images, des fois, même une image va me parler. Genre, je sais plus, c'est quoi ce jeu, Dixit? Il y a des images un peu, voilà, et je regarde et je sais pas, ça va me parler quelque part. Moi, c'est plutôt, moi, j'aime bien dire que c'est bien d'être attentif et attentive, en fait, aux autres et au monde qu'il y a autour de nous. Tu disais tout à l'heure que justement d'être, ce côté être ancré, à dire, OK, à ce moment-là, il se passe ça, en fait. Et du coup, ça, je crois qu'on gagne beaucoup à apprendre du moment et de l'environnement présent, parce que parfois on va remarquer quelque chose, mais on va prendre du temps pour le remarquer, parce qu'on est peut-être trop prise par nos pensées, et ouais, donc je dirais plutôt ça, et à être vraiment sans être, je parle pas d'hypervigilance, je parle plus d'être dans l'attention. Il y a une chose que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas, dont j'ai appris la connaissance il y a très peu d'années, c'est la communication active. Le fait, effectivement, d'écouter pleinement la personne et d'écouter sans écouter en attendant le moment où on va pouvoir parler. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et je trouve qu'on voit 1000 fois plus de choses et on est vraiment bien plus connecté aux gens de cette façon que si on parlait juste pour dire des choses, en fait, et pour être entendu, alors que si on est vraiment dans l'échange, cet échange actif. Moi, il y a des gens qui me surprennent vraiment pas mal on sent que il y a une observation, une écoute hyper intense, et ça, je trouve ça assez fascinant, et c'est un truc que j'aimerais vraiment continuer à développer, que je travaille encore beaucoup chez moi. Trop bien. Merci pour la pépite. Et d'ailleurs, en parlant de pépite, est-ce que tu as un conseil, une illumination, ou vraiment une notion clé que tu aimerais que les gens qui nous écoutent aient en repartant de cet échange? Bah ouais, j'en ai une. Je crois que j'ai l'impression que c'est souvent la même que je cite la dernière fois à la table ronde aussi, c'est ça. C'est de se dire que on est capable de tellement de choses. Après, je dis pas qu'effectivement il faut faire absolument, qu'il faut absolument mais c'est juste, je pense qu'à partir du moment où on se dévalorise, où on a l'impression qu'on ne sait rien faire, ou qu'on n'a pas de valeur ou autre, bah déjà de base on se trompe, hein, parce que on a une valeur parce qu'on existe, et notre existence n'a aucun rapport avec celle de notre voisine ou notre voisin. Donc en fait, c'est des points de vue qu'on ne connaît absolument pas. Donc tout ça, c'est une richesse. Et j'aime bien notamment la notion de bibliothèque humaine. J'en ai entendu parler il y a pas longtemps, et ça, je trouve ça génial. Ce serait trop bien qu'il y ait ça à Toulouse, d'ailleurs. Donc moi, je dirais, cette notion, c'est vraiment de se dire que, en fait, de s'apprécier, de pas se dévaloriser. Alors ça a l'air facile à dire, mais dans ces cas-là, si c'est le cas, de travailler pour, déjà, comme je dis, il y a l'environnement, les gens autour de nous, faire en sorte que ces personnes-là soient plutôt valorisantes. Et puis ensuite, si c'est des problèmes plus profonds, traiter. Et en tout cas, et presque presque en contradiction à ça aussi, malgré tout, en fait, s'accepter comme on est, en fait. Voilà. Donc si on se sent pas capable de telle ou telle chose, ou qu'on a l'impression que c'est une montagne et autre, ou qu'on n'y arrive pas, en fait, c'est pas grave, parce que de toute façon, tout ce que l'on fait dans notre existence, comme je dis, a une valeur, et il faut y aller, et voilà, l'idée, c'est juste d'apprécier qui on est, sans absolument se voir par le prisme de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est beau. Et hier, j'étais à un concert, et une des chanteuses a fini son concert avec un morceau en disant exactement ça. C'est genre, vous êtes unique et personne ne devrait vous changer, quoi. C'était à peu près ça. Je sais plus ces mots exacts, mais il y avait ça de aimez-vous comme vous êtes et ne laissez pas les autres vous changer. Oui, et puis ça fait une boucle avec ton podcast,
Peut-être une dernière question, juste parce que j'ai un peu de temps. J'ai un peu fait du rab, si c'est ok pour toi. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire le podcast Et si on kiffait? En fait, je pense que le format interview, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'adore écouter des podcasts déjà et j'adore entendre les gens échanger. Donc déjà, j'avais envie de pouvoir proposer ça aux gens parce que c'est un format que moi, j'aime consommer, tout à fait égoïstement. Et après, pourquoi ce titre en particulier? Je pense que à ce moment-là de ma vie, j'ai l'impression que la vie, c'est le kiff. C'est genre, j'ai envie d'être enthousiaste, j'ai envie de kiffer ce que je fais et tout. Je pense que là, tu vois, je l'ai lancé en janvier de l'an dernier, donc ça fait déjà quelques mois. Et je pense qu'entre-temps, je me suis beaucoup formée. J'ai vécu des choses qui font que j'ai plus cette impression que la vie, c'est le kiff. Moi, j'ai l'impression que la vie, c'est l'instant présent et c'est plein d'émotions, plein de choses différentes. Et j'ai toujours ce drive de vouloir aller vers quelque chose qui m'enthousiasme. Mais je suis peut-être moins naïve sur le fait que la vie, ça va toujours être du kiff, parce que je pense pas que c'est le cas. Et c'est pour ça que j'ai changé le nom du podcast en Et si on s'aimait. C'est que, en fait, je pense que ça, c'est quelque chose que je trouve un peu plus pérenne et un peu plus aligné dans ce que j'ai envie de permettre aux gens que je croise. Et ça rejoint un peu ce que je te disais sur les sublimés. Tu vois, j'ai envie que non seulement ils s'aiment plus, mais qu'ils s'aiment mieux, et que donc ils aiment mieux les autres, et que donc ils rayonnent plus. C'est un peu ça la mission de ce podcast. Complètement. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec ça. J'ai vraiment cette sensation que si les gens s'aimaient plus, effectivement, ils pourraient forcément donner davantage de l'amour autour d'eux. Ou en tout cas, ne pas répandre quelque chose de trop négatif, puisqu'il serait occupé justement à ce qu'il fait, en fait. Je crois aussi. Ouais. Bon, c'est cool, c'était trop bon d'échanger avec toi. Ouais. Avec plaisir. Si nos auditeuristes veulent te voir en perf, se faire tatouer par toi, par où est-ce que ils et elles peuvent te retrouver? Alors, le mieux pour me contacter, c'est sur ma page Instagram, donc Dune, D _, donc ce que les gens appellent tiré du 6, tiré du 6, UN _E. Voilà, sinon il y a toujours... dans la bio. Ok, super. Sinon, il y a toujours l'Instagram aussi du Cocon, le Cocon Atelier, et le site internet du Cocon, qui à un moment donné va changer. Je pense que ça va changer de nom, ça va s'appeler tout simplement, je pense, Dune. Mais voilà, il faut que je réfléchisse encore à tout ça. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le moyen avec lequel on peut me contacter. Voilà, ouais, pour du tatou pour plus et pour avoir sécurité Insta. Ouais, voilà pour tout ce qui est effectivement tatou, pour les DJ sets et pour me voir en performance, oui. Voilà. Trop bien. Et à toi qui nous écoutes, si cet épisode pourrait faire kiffer un ou une de tes proches, tu peux lui en parler ou lui partager. Le bouche à oreille, c'est le levier qui permet à ce podcast de se faire connaître. Merci encore et je te dis à très vite. Avec plaisir. À très vite.